Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour, à défaut de parler créole, Estelle Sarabul s'est mise à penser créole dans son roman hybride chez Liana Levy, Là où les chiens aboient par la queue. L'auteur a un pied outre-mer, un pied outre-Kiévrin et le reste du corps. En région parisienne, cet hexagone nous raconte sa famille métissée où l'originalité était perchée sur chaque branche de l'arbre généalogique. Succès garanti pour ce premier roman, prix Stanislas, et dans le dernier carré de plusieurs jurys littéraires. En octobre, c'est la fête des dattes dans les oasis marocaines. Pour le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, Hicham se souvient de leur saveur fondante dans le désert. Les expressions francophones dans le Speak French de Jean-Marie Chazot nous feront passer par la Réunion, là où le chien y sent sa queue. Explication en fin d'émission. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Estelle Sarabul. Bonjour. La francophonie, ça disait créole interdit dans votre cas ? Alors, pas à ma génération, mais évidemment à la génération de mon père qui est né dans les années 40. Oui, à l'école, c'était formellement interdit. Et à la maison, on pouvait recevoir des coups si on parlait créole. Alors, comme il y a des noms-savanes, c'était une langue savane, c'est-à-dire une langue de la clandestinité ? C'était la langue de la camaraderie pour mon père et ses sœurs qui parlaient créole en cachette avec leurs copains. Et puis, c'était plus tard la langue de la tendresse, puisque c'était la langue qui permettait de se reconnecter avec mon grand-père qui était resté en Guadeloupe, alors que tous ses enfants étaient venus s'installer en métropole. Est-ce qu'on peut appartenir à un endroit si on n'en parle pas la langue ? Dans le livre, la narratrice découvre à 15 ans la Guadeloupe de son père qui la rejette en partie parce qu'elle ne parle pas le créole. Oui, je crois que la langue, c'est effectivement un des liens les plus forts qu'on puisse avoir avec un territoire. Cela dit, moi j'ai appris à faire sans, tout en le comprenant et puis en le parlant un tout petit peu. Et donc je crois qu'on peut quand même avoir des liens très forts avec son île, même si moi je suis née en banlieue parisienne. Donc c'est l'île de mon père, mais j'ai gardé des liens très forts malgré l'absence de créole. Cette narratrice, c'est vous ? Ça veut dire que le premier contact a été peut-être un peu difficile ? Non, parce que là dans le roman, la narratrice est fictive. C'est pas forcément moi directement, de même qu'elle s'adresse à une tante qui n'est pas forcément ma tante à moi. Et en plus, moi, j'ai connu quand même la Guadeloupe depuis l'enfance, puisque j'y allais avec mes parents tous les ans depuis l'âge de 3 ans. En revanche, c'est vrai qu'à 15 ans, j'y suis allée seule, ce qui permet aussi d'avoir un autre regard que celui d'un enfant accompagné par ses parents. En termes de francophonie, vous vous sentez plus proche de Patrick Chamoiseau que de Patrick Modiano ? Ah oui, clairement, c'est vrai que je dois avouer que moi, j'ai une préférence pour Patrick Chamoiseau et une adoration pour ce qu'il fait dans ses romans. Votre titre, Là où les chiens aboient par la queue, c'est du créole traduit en français. Est-ce que ça dit exactement la même chose dans les deux langues ? Alors en français, ça ne veut rien dire de particulier, puisque tout le monde me demande ce que ça veut dire. Mais en revanche, en créole, effectivement, c'est une expression connue, un peu désuète maintenant, mais qui désigne l'endroit éloigné, reculé dans la savane. Et voilà, quelqu'un qui habite là où les chiens aboient par la queue, c'est quelqu'un qui habite, en français, on dirait, au Diable Vauvert ou à Pétaouchnok. Vous écrivez un français à l'accent créole, on le voit dès le titre, mais l'autre accent de votre enfance, ch'ti ou belge, c'est le grand absent, il n'y avait pas la place pour deux ? Exactement, c'est une autre histoire, mais qui m'est très chère également. Et c'est vrai que récemment, j'ai eu mon oncle belge au téléphone, qui lui s'est empressé de me traduire Là où les chiens aboient par la queue en patois du borinage. Et ça donne quelque chose de très joli aussi, mais c'est vrai que c'est une autre histoire. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Estelle Sarabul, figurez-vous que Corinne Alexia s'est également posé la question et qu'elle y répond à sa façon dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Estelle Sarabul ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Vous ne savez pas qu'elle a attendu d'avoir plus de 40 ans pour changer de camp ? Gardienne de l'ordre culturel au Louvre et à Ermenonville, elle est devenue gangster. Coup d'essai, coup de maître. Elle a réalisé le hold-up parfait sur la rentrée littéraire. Un braquage créole, une affaire de famille dont les complices sont un grand-père centenaire, le vieil Hilaire, une tante Antoine qui déménage comme un cyclone sur les coraux, une autre tante à particules et un père qu'on appelle petit frère. Tout cela donne un roman choral où le cœur est désarmé, où le cœur n'a pas de hache.
Vous avez reçu le prix Stanislas du meilleur premier roman, Estelle Sarabulle, en étant finaliste de plusieurs autres prix littéraires sans faire partie du sérail éditorial. Alors, ceux qui vous ont remis ces prix, il y avait dans le jury Daniel Picouli, il y avait comme présidente du jury Leila Slimani, vous ont expliqué pourquoi il y avait un tel emballement autour de votre livre? Alors oui, j'ai eu Daniel Picouli longuement qui m'a expliqué ça très gentiment, en tout cas lui, la vision qu'il en avait. Lui, il pense que ça vient du fait que je parle d'un moment de l'histoire antillaise qui est peu abordé finalement dans la littérature. C'est vrai que je l'avais constaté moi aussi, et donc c'était bien, il trouvait, je pense que ce qui lui a plu, c'est voilà, on entend la parole de ceux qui ont fait le choix de l'exil, même si j'appelle ça l'exil intérieur, puisque c'est de la France à la France. Mais c'est vrai que ces Antilles des années 60 jusqu'aux années 2000 sont relativement peu présentes dans la littérature. Après, je dis ça, mais par exemple, une Gisèle Pineau, elle aussi parle de ces thèmes-là. Donc, je ne suis pas complètement seule non plus et j'ai des personnes qui m'ont devancée. Et Gisèle Pineau qui vous a devancé aussi dans cette émission. Le personnage central de votre livre, c'est la tante Antoine. Elle a vraiment existé sous cette forme? Alors, j'ai une tante qui ressemble beaucoup à la tante Antoine, qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Elle est décédée il y a 3 ans, donc c'est assez récent et peut-être que ça a joué dans le déclic pour moi de commencer à écrire. Ça vous a permis, ça vous a autorisé à écrire cette histoire? Exactement, je pense. Après, je me suis beaucoup inspirée d'elle, mais bon, c'est une tante romancée quand même. Alors, 3 personnes vous racontent la même histoire. Il y a les 2 tantes et puis le père, mais chacune a sa vision des choses. Un des enjeux du roman, c'est de constater qu'il n'y a pas de vérité biographique. Oui, exactement. Je voulais parler à la fois d'un exil qui a concerné des dizaines de milliers d'Antillais dans les années 60, mais en même temps, je voulais vraiment casser tous les stéréotypes qui existent en métropole sur l'Antillais, l'Antillaise, et parler de vie individuelle. Et effectivement, dès qu'on rentre dans l'intime et l'individuel, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus nuancées. Chacun a sa version. Exactement. Vérité et mensonge, c'est ce qui se joue aussi pour la photo de la grand-mère, Eulalie, morte prématurément. Petit frère, c'est votre père. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est petit frère. Il cherche cette photo partout. Elle existe vraiment? Alors effectivement, dans ma famille, il y a eu cette histoire de photo à laquelle mon père s'est désespérément accroché, puisque il avait 3 ans quand sa mère est morte, donc il n'a aucun visage à mettre sur sa maman. Et il y a eu longtemps cette idée qu'il y avait une photo d'elle. Mais en fait, je crois que c'était à la fois de la légende et de souvenirs oubliés, puisqu'on n'a jamais pu remettre la main sur cette photo. Et voilà, c'est une des choses qui m'ont marquée dans mon enfance, cette absence d'image. Eulalie, votre grand-mère, c'est une Blanc-Matignon. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan social, ça fait d'elle l'inverse d'une Becquet? Oui, à certains niveaux, c'est l'inverse parce que les Blancs Matignons ne sont pas forcément très riches. Les Blancs Matignons n'ont pas forcément un poids social et un pouvoir social important et ils vivent souvent très, très au contact, très, très à proximité de la population noire et rurale. Donc c'est vrai que c'est pas la grande plantation et les grands propriétaires comme l'ont été les Becquet. Diriez-vous, comme Corinne Alexia, que c'est un roman choral où le cœur, sans H, le cœur qui s'écrit C-O-E-U-R et pas C-H-O-U-R, est primordial? C'est un roman Oui, j'aime beaucoup cordial. cette idée. Tout à fait, je suis d'accord. Tu n'imagines pas comment était Antoine. Belle comme un soleil, irradiante dans son délire. Je peux te raconter moi aussi ce qu'était la Guadeloupe. Quelques éblouissements, et puis rien que des blessures. Mais tu ne sauras jamais ô combien j'ai bu au goulot de la liberté en arrivant en métropole, comme un assoiffé. Je ne t'ai pas parlé créole parce qu'il n'y avait aucune raison à cela. Je voulais que tu fasses des études brillantes et que tu t'élèves dans la société. Notre monde n'est pas un monde de nègres. C'est ainsi, je n'aurais pas voulu que tu épouses un de ces pecnos de morne galant, ou même un antillais. Ça m'aurait inquiété, parce que je les connais. Parce que j'ai tout fait pour ne pas leur ressembler, et que dans son genre, Hilaire, avec ses 60 ans de fidélité au souvenir de Lali, Hilaire, qui était le plus sacré viennègue que la terre ait porté, ne ressemble pas tout à fait aux Antillais non plus. Bien sûr que non, je ne renie pas mes origines, mais l'amour n'empêche pas la sévérité. J'ai la Guadeloupe en colère. D'ailleurs, tous les Antillais critiquent les Antillais. Extrait de Là où les chiens aboient par la queue, lu par Christophe Parfait. Dans le roman, vous donnez alternativement la parole à une des tantes, Antoine ou Lucinde, ou au père, petit frère, ou encore à la narratrice. Ce que l'on vient d'entendre se fait par la voix de petit frère. Pourquoi avoir gardé à votre père son surnom d'enfant ?
Parce que justement, il est toujours considéré par ses deux grandes sœurs un peu comme le petit dernier qui n'a pas forcément voix au chapitre, alors que souvent c'est bien à lui qu'incombe les responsabilités et qu'il essaye de garder les choses brinque-ballantes un peu dans le droit chemin, mais il reste le petit frère et on lui rappelle sans cesse, même à l'âge adulte, qu'il doit honneur et respect à ses aînés. Heureusement qu'il précise qu'il ne renie pas ses origines parce qu'on pourrait le croire. Qu'est-ce qui le rend aussi dur avec la Guadeloupe ? Non, je crois qu'il est nuancé. Il a des colères qui viennent de son enfance, qu'il raconte. Il y a eu beaucoup de frustration dans l'enfance. On l'a empêché de faire les études qu'il voulait faire. On lui a enlevé ce droit à la parole. Et je crois que c'est beaucoup de blessures en lui, en plus de la disparition de sa mère et de cette histoire de photo qui n'a jamais pu refaire le lien pour lui avec son origine. Donc, il a cette colère tout en étant quand même fortement imprégné de la Guadeloupe. Et finalement, c'est lui, à la fin, qui fait toujours le lien avec son père Hilaire, alors même que les deux grandes sœurs, elles, ont plutôt eu tendance à s'envoler comme des oiseaux. Alors vous avez suivi ces conseils en faisant de bonnes études, effectivement, à Sciences Po, en n'épousant pas, a priori, un pecno de morne-galant. Vous tenez le même langage à vos enfants ? Non, parce que l'histoire de mes 3 enfants est encore différente. Alors moi, je les emmène en Guadeloupe parce que je veux qu'ils voient comment est l'île. Là, ils sont dans l'émerveillement de l'enfance et le plaisir. Je ne vais pas leur gâcher ça, mais je crois que mes 2 filles, comme mon fils plus tard, seront tout à fait conscientes des aspects ambigus et difficiles qui sont dans l'île. Après, du côté de leur papa, qui lui vient du sud de la France, c'est une autre histoire qui les attend. Donc je ne peux pas plaquer mon histoire sur celle de mes enfants. Le nom que vous donnez à votre famille paternelle, Ézéchiel, n'est pas très loin du vrai. Eliezer, la bonne distance entre la réalité et la fiction, ça a été aussi une des questions à résoudre dans le roman ? Exactement. Eliezer, effectivement, c'est mon nom de jeune fille. C'est un nom qui est très répandu en Guadeloupe. Il y en a aussi un petit peu en Martinique. Mais moi, je voulais faire ce petit pas de côté pour rentrer vraiment dans le romanesque et pouvoir parler plus largement de l'expérience antillaise et pas seulement de celle de ma famille. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie d'Estelle Sarah-Bull qui signe chez Liana Levy un premier roman déjà très applaudi, Là où les chiens aboient par la queue. Elle s'inspire de son histoire familiale avec des personnages hauts en couleur qui, pour la génération de son père et de ses tantes, vont tous partir de leur Guadeloupe natale pour vivre dans l'Hexagone où elle est née en 1974. Dans le roman, on se penche donc sur l'enfance des uns et des autres, ce que fait toujours Anne Bonneau à ce moment de l'émission, avec aujourd'hui le goût de l'enfance du Marocain Hicham pour les dates. Un goût d'enfance du Maroc, oui, les dates. Les dates au Sahara. Le goût qui me reste, c'est le goût des dates. J'ai une famille du côté de ma mère qui est originaire du Sahara, Merzouga exactement. Et là-bas, c'est des dates carrément fraîches qu'on nous donnait. Et c'est vrai que c'est un goût assez particulier. Je pourrais vous faire passer pour la reine de Saba. Du côté de mon grand-père, ma famille là-bas, ils ont des dattiers. Et j'ai eu l'occasion de manger les dates de mes arrière-grands-parents. Et moi, d'où que c'est-il que je viens? Mais dans un oasis. Dans les oasis. Aller manger directement. Cela ne me déplairait pas automatiquement non plus. Vous n'êtes pas si intéressé que ça, Charlotte. Ça fond en bouche. La chair, elle est marron très clair. On dirait un peu beige, on va dire. Et ça fond en bouche. On dirait un dragé, ça fond. Et ces dates-là, je les ai jamais retrouvées. Mais ces dates-là, on trouve qu'au Sahara. Ça n'a rien à voir avec les dates qu'on trouve dans le commerce. Dates d'Eklet-Nour et compagnie, non, ça n'a rien à voir. Octobre. Octobre, dans le Sahara marocain, c'est en octobre. C'est la fête des dates au Maroc, dans le désert. Tous les ans, il y a une grande fête vers Merzouga. Et c'est la fête des dates. C'est de là que tous les gens vont dans le désert pour acheter leurs dates pour l'année. En prévision du ramadan, des fêtes traditionnelles, des mariages. Il y a des gens qui partent spécialement pour acheter leurs dates. C'est vraiment exceptionnel. C'est un marché couvert et que de dates. Je ne savais pas qu'il y a beaucoup de variétés. Il doit y avoir une trentaine de variétés. J'y suis reparti il y a 2 ans. Le goût, il n'a pas changé. 30 ans après, j'en ai remangé. C'est toujours les mêmes. Ça, je le retrouve qu'au Maroc. Ici, non. Votre goût de l'enfance vous ramène-t-il, comme dans le livre, Estelle Sarah-Bull, au dessert, grumeleux, parsemé de copeaux, d'œufs, surnageant dans du lait troublé de la tante Antoine? Alors bon, là, c'est vrai que j'avais une tante qui était complètement nulle en cuisine. Ça a l'air. Hein. Voilà, la fameuse Antoine, dans la réalité, c'est vrai que c'est un trait que j'ai repris. En revanche, l'autre était très forte. Et donc, j'ai plutôt le souvenir du chaud d'eau. Donc, c'est un dessert voilà, guadeloupéen qui est délicieux, que j'adore.
j'adore. Et puis moi, pour faire le lien, s'il y avait un fruit dont je me rappellerais, c'est forcément la mangue. Je la mangeais pas forcément moi, mais les bœufs de mon grand-père adoraient ça. Donc je leur donnais des mangues et quand elles le mâchaient, toute l'odeur, tout le parfum de la mangue venait à mon nez et j'adorais ça. Dans un autre genre, il y a un autre goût de l'enfance que vous évoquez dans le livre et que beaucoup connaissent, qu'on peut connaître encore, c'est un dentifrice à rayures. Oui, bah ça c'est le côté banlieue parisienne. Alors là, à Créteil, effectivement, c'était autre chose complètement. C'était les objets, voilà, de la modernité, de la consommation de ces années 60-70. Mais pour en revenir aux dates, Créteil, c'est vrai que c'était un endroit aussi de beaucoup de brassage ethnique. Il y avait beaucoup d'Antillais, mais ma meilleure amie qui habitait sur le même palier que moi, son papa était égyptien. Donc vous mangiez des dattes. Alors voilà, exactement. Il nous en offrait toujours et je crois que c'était pour lui un moyen de se raccrocher à son Égypte natale. L'enfance peut aussi avoir mauvais goût quand vous revient une morsure de chien et surtout les remarques qui s'en suivent. Votre chemin à 8 ans a vraiment croisé celui de Rex et puis d'un buraliste qui trouvait normal que son molosse vous attaque. Oui, ça c'est vrai que pour réécrire le roman, bon, j'ai pas voulu tout développer, mais je me suis rendu compte que finalement, à chaque âge de ma vie, même si moi j'oubliais que j'étais métisse ou voilà, on me l'a rappelé. Et voilà, ça c'est un des premiers moments où on me rappelle que voilà, je viens d'un ailleurs. Voilà, donc le chien peut vous mordre parce que vous êtes une petite négresse, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il dit aux policiers, oui. Quel souvenir le plus marquant, alors dans un autre registre et beaucoup plus agréable, gardez-vous de votre grand-père, Hilaire? Ah, bah c'est déjà ce créole justement que moi je ne parlais pas et que j'adorais l'entendre parler parce que lui il ne parlait que créole et c'est vraiment le vieux créole, il est né en 1900, donc voilà, il avait ça en lui et je l'appelais tous les dimanches avec mon père depuis Créteil pour le saluer et lui il me parlait en créole et je sentais qu'il me disait des mots très tendres. Moi je le comprenais pas forcément et je ne pouvais lui répondre malheureusement qu'en français, mais j'ai gardé quand même cette musique et cette voix rocailleuse dans l'oreille. Et de vos deux tantes, Antoine et Lucinde, dans le livre? Alors, il y en a une qui est toujours bien vivante et que je revois régulièrement, et puis l'autre, elle est morte assez récemment, donc là j'ai des souvenirs non seulement de l'enfance, mais même de l'âge adulte. Sur les quais, les couillers accostés, en full moon, de bout de la à attendre. Yo les ouais, par curiosité, les nouveaux arrivés au pays, les colons et puis les fonctionnaires, yo qu'a dit à peine débarqué. Que la Guadeloupéenne, c'est anti-flé, anti-popote doré. Il aimait bien habillé, tête toujours bien marrée. Et ces jeunes garçons-là, c'est ça qui aimait lui, et puis c'est tout. Et qu'a dit yo, j'y suis en des Thibault. La Guadeloupéenne par Mundo Rivel. Vous la citez, Mundo Rivel, dans votre livre, ainsi qu'Ernest Léardé, Al Lirva ou Robert Mavunzi, mort à Créteil d'ailleurs, le 24 mars 1974. Ouais. Vous y êtes né en 74, pas le 24 19 mars. À 19 mars, 5 jours vous avant. Aviez 5 jours, ouais. Oui. Évidemment, c'est assez incroyable comme coïncidence. Créteil, c'est la ville où vous avez grandi, c'est la ville pour laquelle vous avez un attachement particulier du coup? C'est quand même l'attachement de l'enfance, hein. C'est l'autre pôle de mon enfance, donc j'y ai quand même de très bons souvenirs et c'est vrai que c'était une ville finalement accueillante à tous ceux qui n'avaient pas de racines sur place et donc j'ai vécu vraiment dans un brassage qui était tout à fait chaleureux et c'était dans la sérénité que ça se faisait. Après il y avait certains passages comme le chien qui existaient, mais quand même globalement tout le monde vivait en bonne entente et c'était agréable. Mundo Rivel, dans le répertoire de cette chanteuse, vous écoutiez en particulier la Guadeloupéenne? Non, ça je l'ai découvert plus tard. J'ai découvert vraiment à l'âge adulte. Dans l'enfance, c'était plutôt les Aiglons et la Biguine que j'écoutais avec mon père. Mais c'est une grande dame de la musique créole. Et d'ailleurs, elle est morte il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, voilà. Effectivement. On l'avait reçue ici. Voilà. L'ambiance musicale, elle était caribéenne chez vous exclusivement? Non, elle était plutôt jazz et noire américaine, je dirais. Ma mère était une fan absolue de Ray Charles. Mon père ne vivait que pour Miles Davis et le jazz en général. Donc finalement, c'était plus ça que la musique antillaise que je retrouvais en revanche dès qu'on retournait en Guadeloupe. Est-ce qu'il y avait un peu de place pour les Belges et les gens du Nord? Brel, Adamo, Annie Cordy, Lynn Renaud? Oui, alors Adamo et Brel, beaucoup.
Nous sommes devenus noirs vers 1980, vous écrivez dans votre livre. Qu'est-ce qui a mis en évidence la couleur de peau à ce moment-là ? C'est tout simplement le retournement de conjoncture, c'est-à-dire que quand mon père est arrivé, et même ses sœurs, dans les années 60, c'était plutôt un temps heureux de croissance, c'était les 30 glorieuses, c'est là qu'il y a eu le Bumidum et cet appel donc des Antillais en métropole, et je crois que ça s'est fait plutôt bien à cette époque-là. Après, avec les deux chocs pétroliers, 79, la récession, l'ambiance change, et c'est là que forcément les gens précaires, ils s'en prennent à plus précaires qu'eux, et donc on retrouve ces tensions-là malheureusement. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonusphère culturel de Francosphère. Un bonusphère culturel qui ne nous emmène pas cette semaine sur les planches d'un théâtre, mais dans les planches d'une bande dessinée, avec la reprise par Giorgio Albertini et David B. d'Alix, la série septuagénaire de Jacques Martin. Dans ce dernier épisode, Veni Vidi Vici, le scénariste David B. concède que les personnages, le gallo-romain Alix et son ami égyptien Enac, voient leur époque avec les yeux d'aujourd'hui, notamment sur la question de l'esclavage. Si on faisait une histoire qui soit vraiment romaine, si Alix était vraiment un vrai citoyen romain, il considérait que l'esclavage est tout à fait normal et Enac, ce serait son esclave. Mais c'est difficile de présenter une image comme celle-là au public de maintenant. Je veux dire, Alix, ce serait un personnage qu'on considérerait comme très cruel, alors qu'il a un côté très, très démocrate chrétien dans la bande dessinée d'Alix, justement. Il est en totale contradiction avec le monde romain de son époque. Autant il peut avoir la fierté et le côté très droit que devait avoir le citoyen romain, autant dans son regard sur la société de son époque, il est très... Oui, c'est un regard de maintenant. Hein. Quand est-ce que vous avez entendu parler de l'esclavage pour la première fois, Estelle Sarabul ? Très tôt, et je crois que comme beaucoup d'Antillais à qui on ne parlait pas vraiment de cette histoire-là à l'école, il y a eu un téléfilm qui a marqué toute une génération, c'est Racine. Et ça, je crois, ça a été oui, d'après vraiment... le Roots d'Alex Haley. Hein. Exactement, et je crois que toute ma génération est marquée par ce moment-là de télévision. Ouais. Est-ce que vous avez été soumise à l'école à la fameuse phrase sur nos ancêtres les Gaulois ? Non, c'était déjà un petit peu mieux ça. Je dis encore une fois, je pense que c'est plus la génération de mon père. Mais en revanche, l'histoire des Antilles n'était pas du tout abordée. Donc, blackout total là-dessus. Oui, ça n'est pas beaucoup plus aujourd'hui. Regard contemporain sur l'histoire, nous dit David B. à propos d'Alix. À votre manière, est-ce que vous ne portez pas aussi votre regard d'aujourd'hui sur vos grands-parents et sur vos parents ? Absolument, et avec, je pense, une forte coloration de nostalgie, de tendresse. C'est forcément un roman, donc c'est ma voix qu'on entend. J'ai essayé d'être quand même le plus objectif possible, mais je crois qu'il fallait faire passer quand même mes sentiments pour que ce soit quelque chose d'attachant. Alix, c'est un gallo-romain. Il y a quelque chose de ça pour vous en tant qu'antillaise, belgo-antillaise ? Non, pas spécialement. Pourquoi ? Dans quel sens ? De métissage culturel ? Ah, métissage culturel, ah oui. Moi, forcément, je suis vraiment le produit de ça, donc je suis obligée de l'affirmer haut et fort. Après, je pense qu'il est assez facile, quand on retourne là-bas et qu'on s'installe, c'est le choix qu'a fait par exemple mon frère, de vraiment replonger totalement dans le côté culturel antillais. Nous terminons avec le Speak French de Jean-Marie Chazot qui porte aujourd'hui sur les expressions venues des quatre coins de la francophonie pour pimenter la langue française. On a beau avoir le français en partage d'un pays francophone à l'autre, il y a des expressions qui ont besoin d'une petite traduction. Celle qui fleure bon le créole réunionnais par exemple. Le chien, il sent sa queue, qui veut dire que chacun voit midi à sa porte. Pèse sur la tête pour voir si la queue y bouge. C'est plaider le vrai pour avoir le faux. En Côte d'Ivoire, dans le genre expression proverbiale, on dit que piment brûle mais asticot vit dedans. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à son environnement, même quand il est hostile. Ou encore, gros cœur ne mange pas du riz chaud, l'orgueilleux ne doit pas s'attendre à la compassion des autres. Et du côté du Québec, une youtubeuse française, Denise, qui imite à la perfection l'accent québécois, décortique elle aussi certaines expressions de la belle province. Quand tu es mal habillé, au Québec, tu pourrais entendre « Hey, t'es habillé comme la chienne à Jacques ». C'est assez discriminatoire, hein, parce que à quel moment, dans cette expression, il est dit que Jacques a mauvais goût pour habiller sa chienne, hein?
Des aboiements qui font écho à votre titre. Ce titre, finalement, est-ce que c'est pas un teaser, comme on dit pas du tout en francophonie, excellent, hein, c'est-à-dire qu'il intrigue? Il intrigue, c'est vrai. Alors, je me suis pas dit que j'allais le mettre parce que c'était un teaser. C'est parce qu'en fait, on m'a sorti cette expression quand j'étais en Guadeloupe il y a peu de temps, en disant que... Parce que j'expliquais que moi, je venais de Morne-à-l'eau. Et on me disait, ah, mais c'est la chien qui a jappé paquet. Et je me suis dit, ah, ben ça, c'est vraiment l'expression qu'il me faut pour mon roman. C'était très parlant. Et quelle est votre expression, en dehors de celle-là, votre expression créole préférée, l'expression justement qui ne dit qu'en créole ce qu'elle veut dire? En ouaille. C'est-à-dire, alors il faut le traduire pour les non-créolophones, la plupart sont créolophones de ceux qui nous écoutent, mais dans le Pacifique, ça n'est pas le cas. Ça veut dire juste on y va, avec entrain, avec allant. Le journaliste du Parisien, Pierre Vavasseur, écrit de vous que vous avez la créole attitude. Est-ce que vous voyez déjà ce qu'il entend par là et est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je pense qu'il entend par là que justement j'essaye de témoigner d'une histoire qui est peu connue en métropole. Et voilà. Et puis aussi le fait que je sois métisse et traversée comme ça par beaucoup de cultures et de mélanges, que ce soit de la Belgique aux Antilles. Finalement, c'est le propre de la créolisation du monde, comme le dirait Édouard Glissant. Est-ce que vous diriez que c'est compliqué d'être métisse? Oui, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais après, il faut en faire une force. Parce que ce n'est pas la seule situation compliquée, il y en a d'autres. Est-ce que vous ne risquez pas de vous laisser enfermer dans l'univers de ce premier livre? Je crois que tout dépendra de la suite. Justement, ma fille m'a dit, maman, pour le prochain, il ne faut pas que tu parles de la Guadeloupe, sinon j'ai peur qu'on t'associe trop à ce sujet. Et je crois qu'il y a quand même des choses qui nous travaillent et des préoccupations qui restent d'un roman à l'autre, quoi qu'on fasse. Après, libre à moi de quitter la Guadeloupe pour d'autres terres accueillantes. Elles ont été surprises, vos filles, de vous découvrir romancière? Non, parce qu'elles m'ont toujours vue avec le goût de l'écriture. En revanche, elles sont assez surprises de ce qui se passe parce qu'elles découvrent en même temps que moi tout ce monde de la littérature et de l'édition. Et qu'est-ce qu'elles en disent du livre? Elles sont très contentes. Elles ne l'ont pas encore lu, hein. Elles ont 9 et 12 ans, donc je crois que pour l'instant, elles préfèrent Stephen King à ce que j'écris. Mais je pense qu'elles le liront. En tout cas, elles sont très fières pour moi. Voir J.K. Rowling, Harry Potter peut-être? Bizarrement, non. Je crois qu'elles sont déjà d'une génération suivante et du coup, c'est passé. Elles n'ont pas été touchées par Harry Potter. Merci Estelle Sarabulle. Nous recommandons chaudement votre roman Là où les chiens aboient par la queue chez Liana Lévy. Merci également à Corinne Alexia, Christophe Parfait, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Nicolas Palcossian.